Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Vous l'avez vu? Mais oui, bien sûr que vous l'avez vu. Qui ça? Mais vous le savez bien. Pas besoin de dire son nom, pour l'instant. Pour l'instant. Tout est dans le pour l'instant. J'y reviendrai. Ça ne dure pas. Et toute la question, en somme, est de ne pas rater le rendez-vous. Le jour où il faudra dire son nom, où il faudra désigner frontalement ce jour-là, cette heure-là, c'est aussi le moment où il faudra pouvoir rencontrer l'histoire et ne pas la rater. Marc Bloch, évidemment Marc Bloch, mon doudou, comme dit Mohamed El-Khatib, le doudou de tous les historiens, celui qui leur permet de ne pas faire trop de cauchemars. Marc Bloch l'exprimait magnifiquement. Ce moment-là, le moment où il faut dire les noms, désigner simplement, frontalement, il appelait ça l'heure d'exactitude. Apprendre à devenir historien ou apprendre à le rester revient sans doute à s'exercer l'oreille afin de ne pas manquer ce moment quand sonne l'heure d'exactitude. Être fidèle à ce rendez-vous. Et cette heure d'exactitude, c'est, je cite Marc Bloch, celle où s'impose le mot juste, un langage capable de dessiner avec précision les contours des faits sans flottement ni équivoque. Tout décidément en histoire est affaire de ton et de tempo, c'est l'art de faire sonner et consonner les harmoniques du temps afin de se rendre pleinement contemporain. Et cette heure d'exactitude, quand elle sonne, elle nous oblige à dire les noms. Mais c'est comme tout, cela s'use les noms. Il ne faut pas à trop les prononcer ou à les prononcer trop vite. On risque toujours de les essorer, de les évider, c'est-à-dire de les vider de leur sens, les évider et finalement les éviter. Les enfants savent très bien cela. Des fois, ils jouent à faire saillir ce que les linguistes appellent l'arbitraire du signe. L'arbitraire du signe, c'est que, comme le disait Sartre, le mot chien n'aboie pas. Le mot chien, si je dis chien, je pense au chien. Mais si je dis chien, 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 à un moment, je n'entends plus que le son. Et le mot se vide. C'est pareil avec le mot fascisme. Il ne faut pas l'employer trop tôt. À force de le dire, de le redire, de le répéter, de l'asséner, de l'annonner, de l'anner, il s'éloigne, il s'affaiblit, on l'oublie. C'est comme le loup dans la fable. Il ne faut pas crier au loup trop tôt. Alors le nom, on le dira plus tard, à l'heure d'exactitude. C'est bientôt. Nous n'avons pas beaucoup à attendre. Un homme a dit cela. Un homme a dit la volonté, la nécessité de ne pas trop vite essorer les mots. C'était un héros de la résistance par la langue. J'en parle souvent. Je voudrais en reparler avec vous ce soir, encore. Son nom est Victor Klemperer. C'était un linguiste. Entre 1933 et 1945, il était juif, il s'était fait expulser de l'université de Dresde. Il a tenu un journal pour décrire jour par jour la diffusion de ce qu'il appelait d'un nom de code, LTI, Lingua Tertii Imperii, la langue du Troisième Reich. Cette langue du Troisième Reich, elle ne s'assénait pas bruyamment, de manière éclatante et sonore, dans des slogans, dans des drapeaux, dans des discours. Non, pour lui, elle s'insinuait sourdement, sournoisement, par des mots qui, à force d'être répétés, perdaient au fond de leur sens premier, ou d'autres qui, à force d'être tournés et retournés, folk, peuple, finissaient par dire le contraire de ce qu'il devait dire. Et il fut
durant toute la guerre comme un entomologiste qui piquait les noirs papillons noirs, qui bourdonnaient dans le ciel nazi. Des mots d'apparence banale, une langue politique qui n'avait pas d'inventeur, mais qui avait tant de locuteurs qu'elle finissait finalement par s'imposer par sa qualité première, que Klemperer définissait comme ça, sa pauvreté. On ne prend pas la mesure de l'efficacité d'un gouvernement qui pèse sur nous par l'appauvrissement du langage. Comment ça va vite, comment ça se dégrade subitement. Et plus elle était parlée, cette langue, plus ce qu'elle annonçait finissait par arriver. Et voilà la proposition essentielle de Klemperer. L'effet le plus puissant de la propagande ne fut pas produit par des discours, ni par des articles ou des tracts, ni par des affiches ou des drapeaux. Il ne fut obtenu par rien de ce qu'on était forcé d'enregistrer par la pensée ou par la perception. Le nazisme s'insinua dans la chair et le sang du grand nombre à travers des expressions isolées, des tournures, des formes syntaxiques qui s'imposaient à des millions d'exemplaires et qui furent adoptées de façon mécanique et inconsciente. La peste émotionnelle. On devrait faire ça comme lui. On devrait le faire maintenant, chacun, sans tarder. J'ai engagé ce nouveau cycle Rencontrer l'histoire avec vous, cette saison au TNB, que je remercie une fois de plus de m'accueillir. Je l'ai inauguré cette année, le 8 octobre 2021, par une causerie qui s'appelait « Avant la liquidation ». C'est aussi de cette liquidation de la langue dont je voudrais parler, et qui commençait et s'achevait par ces mots « ça revient, doucement, ça revient ». Et moi, ce soir, devant vous, une fois de plus, je ne parviens pas à commencer. C'est comme dans le Décameron. Vous savez, ces contes de la peste que Boccace écrit en 1348 pour ralentir le décompte du temps. Un décompte irrésistible, comme les 1001 nuits. À la fin, on sait bien qu'on va mourir. Alors on tue la mort en racontant des histoires. Encore une, encore une, encore une. Et c'est Svetan Todorov qui a posé l'équation sublime, magistrale, raconter égale vivre. Dans ces circonstances-là, on vit encore une nuit, encore un jour, une nuit dans les 1001 nuits, un jour dans le Décameron, en se racontant des histoires. Surtout pour que ça ne commence pas. Que ça ne commence pas trop vite, parce que le commencement, on le sait, c'est la mort. Boccace appelait ça l'horrible commencement, et ce qu'il appelle l'horrible commencement, c'est l'horrible commencement de son récit, c'est-à-dire la peste. Et pendant le confinement, le premier confinement, en mars 2020, une historienne de la littérature avec qui je travaille actuellement dans ce projet sur la peste, j'en présente le volet, disons, scientifique au Collège de France, et puis parallèlement ici, avec vous, disons, le volet plus, enfin, l'autre volet. Nathalie Koble, donc avec qui je travaille, a réécrit le Décameron pendant le confinement, et son livre s'appelle « Décamérer ». Ça veut dire « sortez de votre chambre » en fait. Bougez-vous le cul, quoi, en gros. Sortez et faites des histoires. Ça, c'est magnifique, ça. Quand on y pense, quand on l'a fait sonner, cette expression. Faire des histoires. C'est ce qu'on dit aux enfants passage, à ceux qui ne rangent pas leur chambre. Tu fais des histoires. Mais oui, il faut faire des histoires. Bien sûr. Alors je reprends. Vous l'avez vu ? Bien sûr que vous l'avez vu. Qui ça ? Mais vous le savez bien. Pas besoin encore de dire son nom. Disons, pour l'instant, le petit homme teigneux, habillé comme un croque-mort, veste noire, petite cravate noire,
dans la pénombre, devant un énorme micro posé sur une table marronasse de notaire, un acajou fatigué, et qui disait son discours de 11 minutes plié sur ses feuilles qu'il lisait faussement, péniblement, comme s'il ne savait pas parler, alors qu'il sait très bien parler, devant une bibliothèque qui ressemble à celle de mon grand-père. Non, c'est pas vrai d'ailleurs. Elle ne ressemble pas du tout à celle de mon grand-père. Je vous parle de mon grand-père, comme ça je gagnerai encore un peu de temps. Encore un peu de temps, encore une histoire, monsieur le bourreau, ou monsieur le sultan dans Les Mille et une Nuits. Puis après tout, ça complétera le tableau, ou plutôt la photo de famille, puisque dans le spectacle Boule à neige, Mohamed me demandait des nouvelles de ma grand-mère, qui est ma grand-mère paternelle, et lui, c'est mon grand-père maternel, donc ça fait un chiasme. C'est lui qui m'a donné beaucoup de livres, certains dont je parle tout le temps, des livres rouges, à la reliure rouge, qui sont mes livres de Victor Hugo, d'autres que je n'ai pas pu prendre parce qu'il y en avait trop, parce que lui-même était insomniaque et il avait toute la collection de la série noire jusqu'à sa mort. Et c'est de ça dont on a parlé, c'est d'une série noire. Mais il y avait aussi justement des livres plus embarrassants sur lesquels je détournais les yeux, parce que c'était un homme des années 30 et qui avait été fasciné par la littérature des années 30, et donc dans ce qu'on appelle la patrie littéraire, la France, la passion des livres peut amener à l'abjection. On peut dire un mot, un nom, un seul, Céline. J'ai compris tout cela, que mon grand-père, en fait, était d'extrême droite, en lisant récemment un livre extraordinaire d'un poète oulipien, Jacques Jouet, qui s'appelle, le titre est génial, La dernière France. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui découvrent à la mort de leur père qu'il avait une bibliothèque cachée, secrète, que derrière une armoire, il y a très bien rangé, reliés, tous avec la même reliure en carton, en papier craft, marron, une bibliothèque brune, avec tous les auteurs du fascisme français. Et il y en a beaucoup. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de l'héritage de cette dernière France? Alors le mec qui s'appelle Lémonie, lui, il ne veut pas en entendre parler, évidemment. Hein, bon, voilà. Et la sœur, qui s'appelle Clotilde, elle essaye d'en faire quelque chose, et c'est une sorte de road movie, quoi. Il parcourt l'Hexagone pour essayer de se débarrasser de cette bibliothèque dont ils ne se débarrasseront jamais. Et ce tour de France désolé pour essayer de trouver un lieu où placer la dernière France, ça se joue entre le dépaysement de Jean-Christophe Bailly et puis d'autres road movies plus pathétiques. Bien entendu que c'est cela. Et qu'on aurait réellement envie de s'en contenter. De dire, c'est la dernière France en fait. Le petit homme étriqué, haineux, l'homme qui n'aimait pas les femmes. Il parle dans la pénombre, parce que c'est évidemment la clé. Il est déjà mort. Le lieu dont il nous parle, depuis lequel il nous parle, pourquoi il ressemble à l'étude d'un notaire balsacien? Parce qu'il s'agit de faire l'inventaire après décès. Ce qu'il nous dit, le petit homme fielleux, bileux, si évidemment empli du dégoût de lui-même, et pérorant bien sûr, du fait du dégoût qu'il s'inspire lui-même, c'est très banal, c'est toujours comme ça. Ce qu'il nous dit, c'est deux choses absolument contradictoires. Un, nous devons retrouver le passé glorieux de la France. Deux, il n'y a plus de France.
elle est morte. Depuis longtemps. Pire, elle s'est suicidée. Sa cravate est noire et fine parce que c'est la corde d'un pendu. On dit parfois notre héritage. Et pour hériter, il faut bien que quelqu'un soit mort. On se retrouve alors dans la pénombre d'un bureau de notaire, comme dans l'antichambre de la mort. Si nous y sommes, pour qu'on nous lise le testament du défunt, ou pour qu'on dresse l'inventaire après décès, c'est donc que quelqu'un est mort. Qui ça? Mais vous le savez bien, vous l'avez sous les yeux, celui qui se prend pour Chateaubriand et contrefait les mémoires d'outre-tombe. Ce qu'il nous dit dans sa vidéo, c'est qu'il est déjà mort. C'est qu'il nous parle depuis son tombeau, qui est le tombeau de la dernière France. C'est pour ça qu'il est si méchant. Alors, vous me direz, tous les fantômes ne sont pas méchants. Tous ne reviennent pas pour nous tourmenter. Mais certains, oui. Le petit homme est déjà mort. Il nous parle depuis un temps qui n'est plus. Il nous parle de la dernière France. Elle n'existe plus. Mais ce n'est pas pour cela qu'il n'est pas dangereux. Au contraire. Vous avez vu les films de zombies, par exemple? Ils reviennent. Ils sont morts. Ils sont ridicules. Mais ça nous tue. La peste émotionnelle. Alors, il y a plein de films de zombies. Et le plus souvent, ça nous fait peur et ça nous fait rire. C'est notre arme secrète, ça. En général, on s'en sort comme ça. Par le rire, par la dérision, par la parodie. Mais là, maintenant, ça ne marche plus. Cette vidéo de 611 secondes précisément, qu'il a postée le 30 novembre 2021 pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle, qui a été vue en quelques jours à 2,6 millions de fois, qui aujourd'hui sur YouTube est interdite aux mineurs, tant elle est traumatisante par son contenu subliminal violent, qui est aujourd'hui l'objet de très nombreuses poursuites judiciaires pour atteinte au droit à l'image et au droit d'auteur, puisqu'il utilise 114 séquences vidéo prises sur le net sans disposer des droits. Déjà ça, signifiant, on s'en fout un peu, qu'il n'ait pas payé ses droits à la Gaumont. Mais déjà ça, 114 extraits, on ne paye pas les droits. En ce sens, dans sa forme même, c'est la première proposition de campagne du candidat. Je suspendrai l'état de droit. Bien entendu que vous l'avez vu. Mais, si vous ne l'avez pas vu, c'est pareil. C'est trop tard, c'est fait. Nous sommes évidemment pris au piège. L'avoir ou ne pas l'avoir, telle n'est pas la question. En parler ou pas, peu importe. Personnellement, je l'ai vu et j'ai décidé de prendre au sérieux sa forme visuelle, sans pour autant tomber dans le vertige du décryptage paranoïaque, même si on peut le faire, le net est plein de tout ça. Pour une raison simple, c'est parce que, je l'ai dit, ma langue maternelle, à moi, personnellement, c'était la dérision. J'ai cru vrai le slogan de Harakiri, quoi. Mort au con. Une ambition assez haute, hein, assez noble et exigeante, mais qui devait passer normalement par le rire. Il
il devait mourir de ridicule, et ça n'a pas marché. Et bien sûr que c'est ce qu'on a tenté de dire avec Mathieu Riboulet, c'est que le 11 janvier 2015 fut la marche funèbre de ça, de la puissance de la dérision. Et puis, il y a une raison très simple, c'est que cette vidéo, elle est imparodiable. On ne peut pas faire pire. On ne peut pas la caricaturer. Puisque, c'est là le piège, elle est sa propre caricature. Donc elle désarme par avance toute capacité de dérision. C'est très exactement ce dont nous avons parlé, Mathieu Pot-Bonneville et moi, lors du Festival de Rennes, sur la voix des masques. C'était le 19 novembre. Et je parlais des rapports entre pastiche et postiche, quelques jours donc avant. Voilà. C'est-à-dire le fait que ceux qui se devenaient eux-mêmes leur propre caricature, eh bien, nous privaient de la possibilité d'arracher leur masque ou de les caricaturer. Allez, je gagne encore un peu de temps. L'heure d'exactitude n'a pas encore tout à fait sonné. Je pense qu'ici, pour comprendre cette impossibilité de la parodie, il faudrait réveiller le spectre de Charlie Chaplin. Son drame, vous le savez, c'est qu'il ressemblait à Hitler. C'est lui le premier qui arbora cette fameuse moustache à deux doigts. Cette troublante ressemblance avec Hitler, il a dû en permanence s'en expliquer dès les années 20. Et Chaplin devait le commenter. Il a même prétendu un jour avoir filmé le dictateur pour se venger de ce que le grand critique de cinéma André Bazin, en 1945, dans un article fameux de la revue Esprit, a appelé un cambriolage ontologique. On lui avait pris sa moustache. Et je voudrais parler de ce texte d'André Bazin en 1945 sur le dictateur, pastiche et postiche, ou le néant pour une moustache, qui va bien au-delà de cette anecdote. C'est un texte profond sur l'une des audaces les plus saisissantes du film, qui est, au fond, le sort paradoxal qu'il fait prendre au sentiment de déjà-vu, au sentiment de ressemblance. C'est un vieux truc qui revient, on a déjà vu ça quelque part. On devrait être capable donc de s'en prémunir, ne serait-ce qu'en s'en moquant. Il faut partir, pour comprendre le dictateur, le film, de l'exergue qui détourne parodiquement l'avertissement ouvrant toutes les fictions. Toute ressemblance entre le dictateur Hinkle et le barbier juif est purement fortuite. Chaplin joue évidemment l'un et l'autre dans le film. Le barbier du ghetto juif et le dictateur Hinkle, celui qui ressemble à celui à qui il ressemble, à 2-3 lettres près. Et le film s'ouvre sur la harangue du dictateur devant un gros micro, ou plusieurs, et s'achève par le long discours du barbier, un discours humaniste, appel aux hommes, qui joue de la reproductibilité de la voix, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de ce gros micro dont s'est affublé l'homme dont je parle, là, dans la vidéo dont je parle, mais l'appel aux hommes, à la fin, il se déploie sans avoir besoin de prothèses techniques. Et cet avertissement au début du film est évidemment ironique, parce qu'il faut savoir que, d'abord, l'histoire du tournage du film a été compliquée, c'est celle des pressions continuelles que la diplomatie allemande a exercées sur les studios américains pour l'empêcher, et ce depuis 1938. Le film sort en 1940 aux États-Unis, mais le contexte a changé. Et on dit même, le fait est controversé, mais on dit que Hitler, qui avait évidemment interdit le film en Allemagne, s'en procura une copie pour lui et le vit 2 fois. Donc le film, il est d'emblée anachronique. D'ailleurs, il commence par une autocitation, un long prologue reprenant Charlot soldat,
donc la guerre de 14, mais un soldat juif qui sort amnésique. Donc la mémoire est placée au devant du film, mais c'est une mémoire oublieuse. On a déjà connu ça, mais on a perdu la mémoire. Et la phrase d'avertissement, elle pouvait donc se justifier, sans doute dans le contexte des difficultés qu'a eu Chaplin à tourner son film, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle détourne aussi cette ressemblance entre les deux personnages, qui aurait pu être le moteur de la fiction, mais qui est ignorée de bout en bout. C'est-à-dire qu'il y a le barbier juif, il y a Hinkle, c'est les mêmes, ils se ressemblent, la preuve, évidemment, c'est le même acteur, c'est Chaplin, mais personne ne le remarque. Jamais. À aucun moment. C'est éclatant, on ne devrait voir que ça, mais on ne le voit pas. Jean Narboni, dans un livre intitulé « Pourquoi les coiffeurs ?», note actuelle sur le dictateur, revient sur ce fascinant raté de la fiction. Qu'est-ce que ça veut dire que cette ressemblance est ignorée ? Je le cite. Peut-être que quelque chose de beaucoup plus grave qu'une similitude d'attributs pileux, une vraie guerre d'anéantissement, où l'existence d'un protagoniste n'est possible qu'au prix de la disparition de l'autre. La fiction, donc, n'est pas commandée par la familiarité du jeu mimétique, mais par la puissance annulante du double. Et voilà pourquoi le film est d'emblée anachronique, la guerre de 14. Voilà pourquoi il est prophétique. Il annonce la guerre d'anéantissement. Et ce qui est saisissant, à la fin, c'est le défi à l'assignation, et notamment quand le barbier prend la parole. Et il faut comprendre alors, c'est ça qui est bouleversant, que quand le barbier prend la parole, puisque Hinkle, lui, n'avait fait que des borborigmes, vous savez, une sorte de fausse langue, c'est l'entrée de Chaplin lui-même dans le cinéma parlant. C'est la première fois qu'il parle au cinéma. Et il parle parce qu'on le presse de parler. Vous devez parler, c'est notre seul espoir. Voilà comment ça se termine. On peut y reconnaître ce que Adorno disait de Beckett, un rire sans comique, qui est le contraire en somme de la raillerie mauvaise, de la chute. D'ailleurs, c'est ce qu'il appelle un rire avorté, comme dans la blague juive, il donne le nom le titre du livre de Jean Narboni, Pourquoi des coiffeurs. Cette blague juive, qui connaît d'innombrables versions, mais dont le noyau mythique est toujours le même, quelqu'un informe un autre d'une rumeur terrible, selon laquelle on s'apprête à tuer les juifs et les coiffeurs, et il répond, pourquoi les coiffeurs ? C'est une guerre d'extermination. C'est à quoi je réfléchis en ce moment avec mes histoires de peste. Quelle guerre nous livre le virus ? Est-ce qu'il est là pour nous tuer ? En fait, non. Je crois qu'il est là pour nous occuper. C'est une guerre d'occupation. Voilà pourquoi nous nous sommes précipités dès mars 2020 sur La peste de Camus, parce que c'est un roman sur l'occupation, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que la peste, c'est ce qui occupe les corps, mais aussi le langage. Ça occupe, dans un bourdonnement assourdissant, la langue. Ça fait qu'on ne parle plus de rien, qu'on ne se dit plus rien, et qu'il faut simplement attendre le moment qu'on la nomme. L'heure d'exactitude. Je cite Camus, ce qu'il fallait faire, c'était reconnaître clairement ce qui devait être reconnu, chasser enfin les ombres inutiles et prendre les mesures qui convenaient. Mais au début, c'est pas clair. Au début, les curieux événements qui affectaient notre ville d'Oran, c'est comme ça que ça commence, notre ville
d'Oran. Mais qui ça, nous? Et jusqu'où, nous? Nous, les Arabes? Nous, les Juifs? Camus ne parle que de la ville blanche et des rats qui meurent. Ces curieux événements qui affectaient notre ville d'Oran, eh bien, ils n'avaient rien à y faire. De l'avis général, ils n'y étaient pas à leur place. Ils y étaient donc proprement déplacés. Alors forcément, les gens souffrent d'une maladie du passé, ils tombent malades. Littéralement, ils tombent malades, ils chutent. Car ce qui les affecte, ce sont, on a tenté de le dire aussi dans Boule à neige, les retombées du passé. Mais on comprend bien en lisant aujourd'hui La Peste, en y reconnaissant ce tempo épuisant de la séparation, qui est aussi l'autre nom de clé du roman, avec occupation, Rieux et ses amis découvrirent alors à quel point ils étaient fatigués. Ça, c'est quand même une phrase bouleversante pour nous aujourd'hui. Découvrir à présent à quel point ils étaient fatigués. On comprend que le mot peste, dès qu'il est prononcé, oriente immédiatement vers une maladie et vers une métaphore. Le mot de peste venait d'être prononcé pour la première fois, ainsi commence le fameux chapitre avec le diagnostic, mais évidemment, ça oriente vers la maladie et vers la métaphore. Le fléau n'est pas à la mesure de l'homme, on se dit donc que le fléau est irréel, c'est un mauvais rêve qui va passer, mais il ne passe pas toujours, et de mauvais rêve en mauvais rêve, ce sont les hommes qui passent, et les humanistes en premier lieu, parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. Évidemment, c'est là qu'on pense à cette métaphore meurtrière, à ce pourquoi j'ai appelé la soirée d'aujourd'hui la peste émotionnelle. C'est le psychanalyste Wilhelm Reich qui décrit ainsi, en 1933, l'adhésion enthousiaste au nazisme, sa force d'entraînement, de soulèvement presque irrésistible. Alors évidemment, comme tous les mots de la psychanalyse, en fait, ça désigne toujours quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus technique qu'on le croit. Et lorsqu'on en use de manière vague, en fait, on métaphorise une métaphore. Chez Reich, la peste émotionnelle, qui est inculquée à l'enfant dès les premiers jours de sa vie, et qui retrouve son origine dans la frustration génitale et se manifeste dans ce qu'il nomme les cuirasses existentielles, c'est-à-dire tous les dispositifs inconscients mis en place pour les sujets pour neutraliser les difficultés qu'ils éprouvent à assumer leur libido, leurs besoins, leurs conflits face à la peur et à la punition. Tout cela, ça fait donc des hommes cuirassés et qui, pour éviter la contamination, ne savent pas faire assaut de vulnérabilité. Mais nous devons d'abord reconnaître dans cette peste émotionnelle l'enchevêtrement de peur archaïque, de rancœur collective, d'histoire mythifiée qui a alimenté le grand brasier du crime. Mais ça ne suffit pas. La peste émotionnelle, elle va se nicher ailleurs, dans les plis du temps. Elle attendra patiemment son tour. C'est comme ça que se termine le roman. Dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses. Et les paperasses. À la fin, ça se niche toujours dans des vieux papiers, dans des bibliothèques. C'est là que niche le danger. J'en suis persuadé. La bibliothèque de notaire du petit homme haineux derrière lui avec, vous savez, ces reliures factices, cette fausse vieillerie, là, toutes les reliures en plein cuir, en pleine peau, tout est faux, tout est toc. C'est comme ces fausses parois de livres qui ouvrent des niches où il y a du mauvais cognac, quoi, vous voyez ?
Cette fausse bibliothèque, je ne veux pas dire que je la déteste, parce qu'il ne s'agit pas de manier l'art de la détestation, mais elle me débecte. Parce que ce n'est pas une bibliothèque. Une bibliothèque, ce n'est pas fait pour les hommes cuirassés. Voilà une bibliothèque. C'est la bibliothèque effondrée, éventrée, la Holland Library, à Londres, en 1940. C'est une très célèbre photographie anonyme. C'est absolument pas quand est-ce qu'elle a été faite, 1940, mais on n'a pas beaucoup d'autres informations. Probablement, d'ailleurs, qu'elle a été en partie mise en scène. Et en tout cas, ce qu'elle donne à voir, cette bibliothèque ruinée de l'automne 40, après un raid aérien allemand qui a percé la voûte. Les décombres sont, vous le voyez, amassés au centre d'une longue pièce longitudinale, et il y a deux murs qui se font face en vis-à-vis, deux murs de livres, frêles, puissants comme sont les livres, comme s'il n'y avait que ça qui tenait à la fin. Peut-on faire rempart des livres? C'est ça la question. Vous voyez les personnages en redingote sombre, en chapeau, melon, ces noirs fantômes impassibles, eux semblent le croire, qu'on peut faire rempart des livres. Ils sont trois qui consultent chacun, calmement, séparément, les livres rescapés, les livres du haut pour le premier qui lève les yeux vers le haut rayonnage, l'autre deuxième qui s'apprête à tirer méticuleusement une de ces reliures qui n'ont pas été calcinées, et le troisième qui s'absorbe dans un livre ouvert. Ils sont séparés les uns des autres, à distance, et surtout ils sont dos à dos, vis-à-vis, dos à dos, séparés. Une bibliothèque éventrée comme un crâne, ouverte sur le ciel, vulnérable, abolissant la séparation de l'intimité et de l'histoire. Je pense que nous en sommes là. Il n'y a plus ni dedans ni dehors. Tout ça a volé en éclats dans le temps épidémique. Le virus est en suspension, en fine gouttelette, et puis il nous traverse, il passe par nous, il nous occupe. Il est impossible désormais de poser une séparation infranchissable entre l'esprit et l'histoire. Comme si l'histoire, précisément, pouvait être autre chose que ce fracas, cet effondrement des parois qui séparent l'intérieur et l'extérieur, qui laisse béante, offerte, éventrée, notre capacité d'habiter. Et habiter, c'est l'art de se séparer dignement. Alors je sais que l'heure approche. Le temps vient de nous séparer dignement. L'heure d'exactitude. Ce que fait Albert Camus dans La Peste, c'est d'escorter le passage de la peste, de l'imaginaire jusqu'au réel, jusqu'à ce que le roman finisse par retrouver le nom propre dont il procède, puisque vous vous souvenez peut-être à la fin, en tout cas dans le dernier chapitre, qui commence comme ça, il est temps que le docteur Bernard Rieux avoue qu'il en est l'auteur. Jusque-là, on ne disait pas son nom. Le petit homme haineux s'appelle Éric Zemmour. Il était inutile de dire son nom avant. Cela revenait à consentir à cette guerre d'occupation. À la radio, par exemple, pour moi, puisque
que je fais une émission de radio, ce fut comme un jeu. À chaque fois que je recevais quelqu'un, il voulait parler de Zemmour, mais pour parler d'autre chose. Parce qu'on parlait, je sais pas, des illusions perdues, donc Rubempré. Alors c'était aux éditions Rubempré que Zemmour. Alors j'ai envie de dire, j'ai dit non. On n'en parle pas tant qu'on n'a pas à en parler. Et j'en ai parlé qu'une fois, il y a 15 jours, pour parler de l'extrême droite, de Vichy, des Juifs et de la falsification de l'histoire. Zemmour est le nom de ça. De tout ça, mais rien que de ça. Et pas d'autre chose. Et j'espère que c'est la dernière fois que j'en ai parlé. Mais le 30 novembre, quand sa vidéo de candidature fut mise en ligne, j'étais à Rennes, au TNB. Et le 3 décembre, avec les élèves de l'école qui sont ici, qui sont avec nous, où nous sommes avec eux. Et on en a parlé, hein, vous vous en souvenez, longuement. Faut-il dire ou ne pas dire? Faut-il l'avoir ou ne pas l'avoir? Faut-il réagir ou ne pas réagir? Et comment? Et j'étais heureux de vous entendre. Et ça m'a incroyablement conforté. Et en même temps, déconcerté. Parce que ce que j'ai vu, c'est que le nombre, l'âge, la jeunesse, l'élan, la diversité, tout cela faisait en soi un magnifique démenti, le plus cinglant, le plus évident. Vous êtes jeunes, nombreux, divers, et je m'adresse à tous, pas seulement aux élèves, puisqu'ils sont là, comme notre jeunesse, moi qui ne suis plus jeune, est encore là, j'espère, quelque part en moi, m'occupe, m'investit, m'oblige. Donc nous sommes jeunes, nombreux, divers. Ce n'est pas suffisant. Ça ne préserve de rien, mais disons que c'est un bon début. C'est un très bon début. Alors on s'est dit, on y va? Et si on la refaisait à notre manière, cette vidéo, cette grande tablée pour dire la France, on l'a fait? Pas pour répondre, non. Pas pour répliquer. C'est pas du théâtre. On ne se donne pas la réplique. On n'est pas sur le même plateau. On ne joue pas la même scène. On ne répond pas. On ne réplique pas. On riposte. C'est une distinction essentielle. Pour moi, elle date d'hier. C'est un livre que j'ai lu hier. C'est un livre de Paul Audy, le philosophe, qui s'appelle La riposte de Molière. Parce que j'ai enregistré une émission de radio qui sera diffusée dimanche. Bon. Sur, bah oui, ça concerne le théâtre. Sur, vous savez, cette première tirade dans le Don Juan, qu'on ne comprend pas tellement, cet éloge du tabac. Et, bon, enfin, je ne spoile pas, mais Paul Audy pense avoir compris que le sens de cette étrange entrée en matière, c'est que Molière aurait mis caché un débat d'actualité dans un autre débat d'actualité. C'est-à-dire, il aurait parlé en fait de la censure de son Tartuffe. Et Paul Audy, qui défend ici ce qu'il appelle une lecture insistante, il dit bien ce que c'est que c'est plus qu'une réponse, que c'est une riposte. Et il emprunte cette distinction au philosophe Jean-François Lyotard. Vous savez, le maître de la déconstruction.
Vous savez, la déconstruction, là, cette peste qui nous menace. Je ne plaisante pas. Un mec comme Raphaël Enthoven, il a tweeté sur, je cite, « la peste intersectionnelle ». Mais pardon, ne perdons pas de temps avec ça. Lyotard, donc, qui a théorisé ce qu'il appelle le différend. On a un litige quand on peut plaider sa cause, on a un différend quand on ne peut pas le faire. Il a écrit ceci dans un livre intitulé « Instruction païenne ». Réagir. Alors ça, je trouve ça génial. Enfin, franchement, si certains d'entre vous sont sur les réseaux sociaux, écoutez ça. Réagir, on vous insulte, vous insultez. Riposter, on vous insulte, vous exultez. Alors on dit, mais c'est quoi? C'est nul, c'est du christianisme. Je donne la deuxième joue pour qu'on me cogne. Non. C'est une technique de combat. Je continue. On vous place dans une perspective, vous placez votre partenaire adverse dans une autre. Si vous n'inventez pas ce déplacement, vous ne ripostez pas, vous réagissez. C'est exactement ça. Si l'on ne consent pas à être sans arrêt ceux qui réagissent à la réaction, ceux qui sont les réactionnaires des réactionnaires, il convient de changer de terrain. Il convient de quitter celui où l'on sera toujours perdant, parce qu'on aura toujours un coup de retard. Il convient de se déplacer, d'aller chercher un terrain favorable. Se déplacer, ou plutôt, vous l'avez entendu, Lyotard dit, inventer un déplacement. C'est de la création. Et ce, pour changer de perspective. Alors on y va. On change d'air. Le petit bureau du notaire, plongé dans une obscurité lugubre, on n'y va pas. On ne nous y verra pas. Si on y va, on perd. Il faut inventer quelque chose de plus grand, de plus aéré, de plus collectif, de plus rassemblant, de plus ressemblant. Il y a eu un moment de vérité, quelques jours après notre rencontre avec les élèves. C'était le 16 décembre. Je me souviens, j'étais encore à Rennes. Éric Zemmour était l'invité de la matinale sur France Inter. Il déroulait, ça se passait plutôt bien. Au fond, il était sur son terrain. Et à la fin, sur la dernière question, assez bêtement, il a chuté. C'était une question innocente, je crois, enfin pas faite pour le faire trébucher, puisqu'elle était adressée à quelqu'un qui ne cesse de se plaindre qu'on n'exalte pas assez les grands hommes et les héros. Alors, Nicolas Demorand lui dit « Et vous, président, qui vous mettriez au Panthéon ?» Blanc. C'est très beau un blanc à la radio. Hésitation, panique. Vous me prenez de court. Alors des noms peut-être lui viennent, mais c'est peut-être ceux de la dernière France, ceux de la bibliothèque brune. Alors bon, ces noms ne passent pas la barrière des dents, comme on dit dans le théâtre grec. Bon, donc il y a une tempête sous un crâne. Écoutez-le, c'est vraiment le meilleur moment, quoi. Ça le fait taire. Et de guerre lasse, il dit, je sais pas, je sais pas, vous me prenez de court, je sais pas, Pascal, enfin, un écrivain que j'aime bien. C'est intéressant, c'est une sorte de bouée, quoi, de la culture scolaire, quoi, on se raccroche. Ou Chateaubriand, bon. Alors, on pourrait commenter ça. Chateaubriand, Mémoire d'outre-tombe, ce que je vous disais tout à l'heure, mais je préfère retenir le blanc, le suspens, l'embarras. Parce que ça, c'est le moment de vérité. Ce qui l'a fait taire quelques secondes seulement, c'est qu'on lui demandait de dire des noms à admirer, à célébrer, à aimer. Et ça ne lui est pas venu spontanément parce qu'il est trop occupé à haïr. Mais vous devez en avoir plein des idées, des envies, des espérances. Des noms, ça ne manque pas.
une foule pour repeupler notre imaginaire. C'est ce qu'on se disait, vous vous en souvenez, le 3 décembre. On se disait, bon, bah, débouliner quelques statues, pourquoi pas, hein, franchement, pourquoi pas. Si elles nous tombent des yeux, pourquoi pas. Mais en imaginer d'autres, plein d'autres. Et pas forcément des statues d'ailleurs, des statures. Et puis, pour commencer, pourquoi pas nous? Nous droits, nous fiers, nous faisant droit à l'histoire. Se tenir invariable et droit, comme Pierre Michon décrivait les 11 du comité de salut public. Voilà, je vous propose de changer de mobilier. Ce qu'il nous faudrait, voyez-vous, c'est une grande tablée, une longue tablée, où on pourrait s'aligner frontalement face à toutes et tous pour dire les images, les valeurs, les histoires, les souvenirs, les lieux, les personnages, et tout cela s'étirerait. Et la bibliothèque derrière avec elle. Il y a un autre texte de Pierre Michon qui s'appelle « Tablée ». Et j'en cite juste une phrase pour terminer. Donc, une tablée démocratique, où chacun est roi, chacun de ses corps règne, mais ils ne le font pas tous de la même façon. Là aussi, je pourrais commenter, mais cette fois-ci, c'est terminé. Je me contente juste de vous dire que c'est de Pierre Michon, dans ce livre, Tablée, regardez, et juste, si on l'ouvre, on lit Tablée, suivi de fraternité. Merci, à bientôt. En fait, je sais pas si ça marche. En fait, c'est pas fini. Bah, en fait, j'avais un peu envie de vous répondre parce qu'il y a une phrase, je fais partie de la promotion. Il y a une phrase que vous avez dite dans votre présentation qui m'a beaucoup marquée. C'est la phrase « Découvrir à présent à quel point ils étaient fatigués ». Et merci beaucoup pour tout l'espoir que vous mettez, vous et tout le monde, en cette jeunesse-là. En fait, nous aussi, on essaye d'avoir espoir aussi. Et ce que je trouve super intéressant, c'est d'essayer de, je sais pas, de chercher si on en a encore, si on a aussi la force d'être le quotient espoir d'une nation. Je sais pas. En tout cas, c'est super intéressant parce que ça nous met face aussi à nous, face à ces vraies questions du Panthéon, face à ces vraies questions de en quoi on croit en fait, en quoi on croit vraiment. Et je sais pas si les autres peuvent répondre à ça, si on peut répondre à ça, si on peut peut-être chercher à y répondre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça met face aussi au fantasme de la jeunesse, au grand fantasme de à quel point on a la force de tout vaincre quand on a 20 ans, alors que quand on a 20 ans et qu'on a un Covid, on est un peu triste et on est un peu seul. En tout cas, je trouve que ça... Enfin, voilà, merci beaucoup en tout cas, parce que nous, on va se les poser ces questions, je pense, et on va peut-être essayer d'y répondre avec vous. On va voir, je sais pas du tout. Je passe la parole à une autre élève. Moi, je voulais répliquer pour riposter. Je suis ma déesse et nous sommes moi. Pas qu'en moi, mais en tout. La furie souffle. Nous sommes la furie. Je marche sur les déchirements que je vis et vivifie. Et j'entre dans des tunnels en feu jusqu'à saisir le cœur du soleil. Et si personne ne m'arrête, j'emporterai loin l'incendie et le soleil avec. Bourreau de moi, je ne suis pas une image qui bruisse, lisse, palpite ses ailes de papillon doré.
Je forêt, je désert, je neige, je cours à travers la mort pour chercher mon amour. Ça fonctionne. En moi chante un ours à bicyclette. Mes larmes battent des mains, étanchent la solitude et effacent les remords. Errant, errant, sur mon visage vierge en sang, à l'air, à la lune, comme au départ, comme une déesse qui naît après le chaos, dans le chaos. C'est un extrait de... Donc c'est Juliette qui est en concert. C'est une réécriture de Roméo et Juliette dans True Shakespeare Alléluia de Dieudonné Nyanguna. Il y a d'autres personnes qui veulent parler? Oui? Non? Oui? Oui? Et ça m'a fait penser à une idée qui avait été émise par une candidate à la présidentielle il y a quelques années, c'était Eva Joly, et qui nous avait dit, au lieu du 14 juillet de faire des défilés virils et militaristes, on aurait peut-être mieux fait de faire justement des tablées républicaines où les gens se retrouveraient dans la convivialité et où peut-être nos valeurs républicaines, liberté, égalité et fraternité se retrouveraient. Il y a une révolution qui a commencé comme ça, c'est 1848, par des banquets. Tablé, c'est un beau titre. Après, ce qu'on en fait, on verra bien, hein, d'accord? Allez, d'une manière ou d'une autre, on continue. Merci beaucoup, prenez soin de vous.